D'abord, je remercie la Fondation de m'avoir invité à venir parler de Nicanor Parra ici, donc ça me fait très plaisir. Et je vous remercie d'être venu aussi écouter ce que je peux vous dire sur ce poète. Alors, c'est très difficile de parler d'un poète, je pense. Je pense que la meilleure façon de connaître un poète, c'est de le lire et en tout cas pas de le commenter. Je pense que chacun qui lit commente ce qu'il est en train de lire et chacun a son commentaire et ça ne sert pas finalement à grand chose d'en rajouter un de plus. Mais ce que j'aimerais en fait, c'est donner une petite idée quand même de ce Nicanor Parra. Je pense que je dirais régulièrement Nicanor tout court parce que ce Parra est pénible à prononcer et peut-être aussi à entendre. Parce qu'il faut faire sonner les deux airs, sinon ça ne ressemble à rien. Donc, vous donnez une petite idée de ce personnage qui est quand même un oiseau rare, je crois. Donc assez difficile à attraper, forcément. Mais je pense que quand même, je peux vous donner une idée en particulier de sa trajectoire poétique qui est quand même assez longue, puisqu'on peut considérer qu'il a, en tant que poète, 80 ans d'existence. Il a donc 103 ans. Il est né en 1914 et il est toujours parmi nous. Donc il a écrit jusqu'à une date quand même assez récente. Et c'est assez peu commun, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de poètes qui aient une telle carrière, en quelque sorte. Alors forcément, bon, en 80 ans, on a le temps de changer, on a un début, on a une suite, on a une fin, et lui, c'est particulièrement marqué. Alors, je ne pourrais pas, en peu de temps, couvrir toute la trajectoire, mais au moins j'aimerais couvrir le début et commencer par son propre début à lui d'homme, qui est né en 1914 donc. Alors, pour situer Nicanor, il faut d'abord parler du Chili. D'abord parce que c'est un poète spécifiquement chilien, et que ça n'est pas rien que d'être chilien, si l'on peut dire. Bon, je raconte quand même en deux mots ce que je raconte en 2 pages dans le volume de l'anthologie, là, dont j'ai fait la traduction. Je raconte en 2 mots comment j'ai rencontré Nicanor et comment j'ai eu envie de traduire ça. Ça tombe assez bien dans cette très belle assemblée de livres. D'abord, j'ai rencontré une Chilienne qui est devenue ma femme et qui est ici présente. Donc, ayant rencontré la Chilienne, j'ai ensuite forcément rencontré le Chili, la famille chilienne, la vie chilienne. Et une fois que nous étions là-bas, comme je suis, comme vous avez pu constater, un malade des livres, et que je vais toujours chercher des livres dans les bouquineries, etc., je suis tombé sur un livre qui m'a plu physiquement. C'est pour ça que je dis c'est bienvenu ici, parce que le physique des livres joue un très grand rôle, et ça a pour rôle en particulier de faire qu'éventuellement on rencontre un poète. J'ignorais totalement l'existence, je connaissais d'ailleurs très peu de la poésie chilienne, et ce livre m'a plu, et il était beau, très réussi comme livre, je l'ai ouvert, ça m'a semblé intéressant, ça me semblait plaisant. Je me disais, comme on se dit dans ces cas-là, je sens que ça va me plaire. Et en effet, ça m'a plu, et puis j'en ai parlé à un ami chilien qui m'a dit « Ah, mais ça t'intéresse ? C'est un ami. » Alors, bon, c'est un ami, veux-tu le rencontrer ? Oui, je l'ai rencontré, et c'est comme ça que tout a démarré, et je ne sais pas pourquoi, comme ça m'avait tellement plu, j'avais décidé que j'allais traduire ça, et que j'allais le traduire en général. Bon. Et il m'a en quelque sorte dit oui sans le dire, mais tout en le disant, il m'a fait confiance, et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, le type était et est toujours, j'imagine, mais il a toujours été très séduisant. Il faut se mettre bien ça dans la tête. Très belle allure. Il y a quelque chose peut-être d'Aragon, ce type de charme. Alors, le Chili, en quelques mots, c'est quand même un pays dont la géographie est folle. C'est un titre d'un livre fameux sur le Chili.
4500 km de long, c'est-à-dire de Stockholm à Tombouctou, c'est à peu près ça la distance. Donc c'est très différent du nord au sud. Je pense que tout le monde ici ne connaît pas le Chili, c'est pourquoi j'en parle. Et si j'en parle spécifiquement, c'est parce que Nicanor Parra est né dans le sud, ce qui n'est pas rien. C'est un pays totalement enclavé, hein, c'est-à-dire à l'ouest El Mar, c'est l'océan Pacifique, à l'est les Andes, qui sont encore plus imposantes que ce que l'on voit d'ici, qui pourtant déjà en impose un peu les montagnes. Mais c'est quand même beaucoup plus élevé. Donc le caractère enclavé du pays fait que sa vie culturelle en est elle-même assez enclavée. Il n'y a pas l'ouverture qu'a l'Argentine, qu'a toujours eu l'Argentine, qui est très italienne, comme vous savez, ouverte vers les cultures européennes, les milieux culturels européens. Le Chili, c'est plus compliqué. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles Nicanor a mis si longtemps à franchir un certain nombre de barrières pour finir quand même par être traduit et publié en France. Et il ne faut pas oublier par ailleurs, tout ça est important pour moi pour parler de Parra, vous avez compris. C'est un pays qui tremble tout le temps. C'est vraiment tout le temps, c'est-à-dire il est peu concevable de passer 15 jours au Chili sans ressentir une secousse qui peut être par ailleurs un tremblement de terre, puisqu'on ne sait pas quand ça commence, comment ça va finir. Raoul Ruiz, le réalisateur, dont nous étions très amis, disait que son pays était en gélatine. Alors ça a pour conséquence un pays qui tremble tout le temps, que pour y vivre, il faut quand même qu'il se passe quelque chose dans les têtes. Et cela explique, à mon avis, l'humour chilien pour une bonne partie. Le chilien, la vie chilienne est très humoristique, beaucoup d'esprit, un esprit souvent très fin, même dans la blague populaire. Et ça est un truc que Nicanor a pris à son peuple. Et il le sait et il le dit. Donc c'est un poète qui est en vérité très amusant. C'est-à-dire que les Chiliens rient et dansent, non pas sur un volcan, mais sur un pays qui n'est absolument pas sûr. C'est-à-dire que ça peut s'arrêter tout de suite. Et il suffit que ça soit le fameux gros tremblement de terre qu'on attend. Oui, c'est peut-être celui-là. Alors, Parra est né dans ce pays-là, dans le sud, et le sud, c'est la pluie, la boue, les chaussettes qu'il faut mettre à sécher tout le temps, quand on a des chaussettes et quand on a des souliers, ce qui n'était pas le cas de la famille Parra, qui était pauvre, vraiment pauvre, beaucoup d'enfants, qui sont tous devenus pratiquement des artistes. Et quand Nicanor évoque dans ses poèmes cette enfance-là, c'est toujours pour rappeler ça, c'est-à-dire la pluie, la misère, le bruit de la machine à coudre de sa veuve de mère et la merde. C'est-à-dire qu'il a écrit dans un poème « Moi, je sais ce que c'est que la merde, j'ai grandi dans la merde ». C'est de là qu'il sort, c'est-à-dire c'est quand même un enfant de la classe moyenne très basse, vraiment plutôt du prolétariat en quelque sorte. Et enfin, il est du pays du sud qui est déjà le pays Mapuche. Donc les Mapuches sont les Indiens du sud du Chili et en partie de l'Argentine. C'est un peuple à part entière, ce sont ceux qui ont résisté le plus longtemps, non seulement aux Espagnols, mais résisté également aux Chiliens, c'est-à-dire ceux qui étaient devenus des Chiliens, et qui ont toujours voulu réduire cette poche qui est tout à fait méridionale, dans un pays de forêt, dans un pays de froid, de neige, avec une culture, avec une langue, tout ça extraordinairement développé. Et les Mapuches sont encore en lutte, je le signale, contre le pouvoir central, et il y a régulièrement des morts. Bon. Alors, il n'a jamais oublié ça, jamais,
Et ça revient très très régulièrement dans ses poèmes, cette allusion au fait qu'il se sent, d'une certaine manière, mapuche lui-même. Ça n'est pas donc tout ça tente à en faire une figure, comme vous voyez, qui est peu académique. Et d'ailleurs, ces académies à lui seront de mathématiques et de physique et non pas de littérature, de culture, etc. Non, pas du tout. Je crois qu'il y a eu toujours chez lui quelque chose de marginalisé de ce point de vue-là et qu'il a aimé cette marginalité. Alors, par ailleurs, le Chili est un pays de poètes. Oui, je me souviens d'une promenade avec lui dans une petite ville à côté de Valparaiso. Et là, il m'a dit, on soulève une pierre, il y a un poète. Voilà, dans un tout petit bourg. C'est plein de poètes, il y a des concours de poésie, etc. Et alors que, il y en a de très bons, alors que nous ne connaissons, à vrai dire, c'était mon cas d'ailleurs au départ, nous n'en connaissons vraiment que 3. Huidobro, si on est un peu cultivé quand même. Huidobro n'est pas connu du grand public en France, en tout cas, très peu, alors que Huidobro a écrit des poèmes en français, a collaboré avec Pierre de Reverdy à la revue Nord-Sud et était très francisé avant de retourner au Chili. On connaît Gabriela Mistral parce qu'elle a eu le Nobel en 1945. Et on connaît Pablo Neruda, qui a eu le Nobel en 1971, mais lui, on ne le présente plus. Pas tout le monde connaît Pablo Neruda. Ce sont des poètes qui sont encore en activité quand Nicanor Parra va devenir poète. Et il y en a un qui va occuper le terrain extrêmement, et qui est Neruda, et qui va contribuer par son ombre puissante, très puissante à tous égards, à cacher quand même longtemps l'existence de celui que pourtant on connaissait, qui avait déjà publié et qui était Parra. S'y rajoutera ensuite des divergences, s'y rajouteront des divergences politiques assez claires et nettes entre les deux poètes. Alors il a grandi, il a fait des études de physique, de maths, d'accord, et à 24 ans il a publié un recueil qui s'appelait Cancionero sin nombre, recueil chansonnier sans nom, où il était très marqué alors manifestement et par la poésie populaire, ce qui ne le quittera jamais bien entendu, mais quand même par ce genre-là d'utilisation de la poésie populaire qui était García Lorca. C'est donc un poème très inspiré de Lorca et probablement qui lui a valu un prix. Il a été salué par Gabriela Mistral comme le futur grand poète chilien. Donc ça a démarré très bien, très fort. Il a reçu le prix municipal, ce qui compte au Chili, c'est quand même une marque d'honneur. Mais c'est un poème, un recueil que Parra a renié. C'est-à-dire qu'il l'a supprimé de ses œuvres complètes. Il n'a plus voulu en entendre parler très vite, très tôt. Ce qui veut dire qu'il ne s'était pas encore trouvé, je dirais. Il y a un moment où il a compris que oui, peut-être, c'était peut-être pas mal, mais c'était pas ça. C'était pas ça qu'il voulait, c'était pas lui. Donc, dans sa carrière de prof, puisqu'il y a beaucoup de poèmes sur le fait qu'il a été prof, que c'est emmerdant d'être prof, que c'est idiot d'être prof, que c'est une absurdité, toutes les questions que posent les profs, pourquoi martyrisent-ils les enfants comme ça, etc. Donc il a eu une longue pratique de ça, et pendant ce temps-là, il continuait à écrire des poèmes qu'il publiait dans des revues, et puis il a commencé à apparaître dans des anthologies. Et il faut savoir, chose qui moi m'a frappé, vraiment c'est pourquoi je le dis, que dans ce pays, enclavé donc, l'anthologie, je ne sais pas si c'est vraiment un trait de toute la zone latino-américaine, mais l'anthologie joue un grand rôle. Par exemple en France, l'anthologie, bon, on sait que Georges Pompidou a fait une anthologie de la poésie française, mais enfin bon, ça marque pas, on ne dit pas le grand auteur de l'anthologie. Au Chili c'est différent.
être dans l'anthologie, c'est important. Faire l'anthologie est également très important. C'est reconnu comme une œuvre, en quelque sorte. Donc le fait qu'il s'y introduise très jeune, très tôt, ça marque qu'en effet, il est considéré. Mais non, en fait, sa vraie carrière, pour lui en tout cas, c'est clair, et pour tout le monde désormais, c'est son deuxième livre qui est paru en 1954. Donc il avait 54, 13, moins 13, il avait... ça fait combien? 40 ans. Oui, c'est ça. Donc il s'est passé, merci beaucoup, il s'est passé pas mal de temps, c'est ça que je voulais dire, sans le compter. Il a passé quand même pas mal de temps à rester prof, poète, oui, mais obscur et pas... Il n'a pas fait événement. Tandis qu'en 1954, quand il publie poèmes et antipoèmes, là, il va faire événement. Il va faire événement pour lui-même, mais il va faire événement plus largement. Alors, ça se compose de poèmes et d'antipoèmes. Le mystère, c'est qu'est-ce que c'est au juste que les antipoèmes, je vais y venir. Mais alors les poèmes, c'est-à-dire ceux qui se trouvent au début du recueil, alors le recueil, c'est ce qui est traduit publié in extenso dans l'anthologie là, qui est parue au Seuil. Ça, c'est in extenso, et le reste, une anthologie des différents recueils de poèmes successifs. Bien. Alors, les poèmes sont, je trouve, de très beaux poèmes. Finalement, assez classiques. La forme est stricte. Ce sont des poèmes en forme. Il y a une sorte de grand et beau lyrisme, vraiment. Mais en même temps, on sent déjà que son inspiration, ça ne va pas monter vers le ciel, si j'ose dire, mais plutôt rester à ras de terre. Mais ça donne des choses très belles. Alors je vais donner un exemple. Je vais lire un poème qui est un peu long, mais ça serait dommage de le couper, et qui donne une idée de ce lyrisme-là, et de cette première manière qui sont les poèmes. J'ai choisi celui-là parce que comme vous n'avez pas de mer, il s'agit de la mer. Ça console. On chante la mer. Rien ne pourra effacer de ma mémoire la lumière de cette mystérieuse lampe, ni l'effet qu'elle fit sur mes yeux, ni l'impression qu'elle me laissa dans l'âme. Le temps peut tout, pourtant je crois que la mort même ne pourra l'effacer. Ici, je vais m'en expliquer, si vous le permettez, en usant du meilleur écho de mon gosier. En ce temps-là, je ne comprenais franchement même pas comment je m'appelais. Je n'avais pas encore écrit mon premier vers, ni versé ma première larme. Mon cœur n'était ni plus ni moins que le kiosque oublié d'une place publique. Mais il advint qu'un jour mon père fut exilé au sud, dans la lointaine île de Chiloé, où l'hiver est comme une ville abandonnée. Je suis parti avec lui. Sans y penser, nous sommes arrivés à Puerto Montt un matin clair, très au sud. Ma famille avait toujours vécu dans la vallée centrale ou bien dans la montagne, si bien qu'à la maison, jamais, vraiment jamais, on ne parlait de la mer. Sur ce point, je savais à peine ce que l'on enseignait à l'école publique et une ou deux histoires de contrebande dans les lettres d'amour de mes sœurs. Nous sommes descendus du train parmi les drapeaux et les carillons d'une fête solennelle, et alors mon père m'a pris par le bras en tournant les yeux vers la blanche, libre et éternelle écume qui, au loin, naviguait vers un pays sans nom. Il m'a dit, comme un qui fait une oraison, d'une voix que j'ai là intacte dans l'oreille, « Voici la mer, mon garçon. La mer calme, la mer qui baigne de cristal la patrie. » Je ne sais pas pourquoi, mais alors le fait est qu'une force majeure s'empara de mon âme et que, sans mesurer, sans même soupçonner la réelle grandeur de ma croisade, je me mis à courir à tort et à travers comme un désespéré vers la plage, et en un instant mémorable, je fus face à ce grand seigneur des batailles. Et c'est alors que j'étendis les bras
sur le faisceau ondulant des eaux, raide le corps, les pupilles fixes, dans la vérité sans fin de la distance, sans qu'en mon être bougeât un seul cheveu, comme l'ombre bleue des statues. Combien de temps dura notre salut? Les mots ne pourraient pas le dire. Je dois seulement ajouter que ce jour-là sont nés en mon esprit inquiétude et souci de faire en vers ce que de vague en vague Dieu, à ma vue, ne cessait de créer. Et c'est de ce jour-là que date la fervente et ardente soif qui m'emporte, c'est que, en vérité, dès le début du monde, j'ai été habité par la voix de la mer. C'est très beau en espagnol. Donc, c'est un poème, ce n'est pas un antipoème. Quel sens ça aurait de dire que c'est un antipoème? Alors, ce sont les antipoèmes qui sont devenus, en quelque sorte, le label de Nicanor, c'est-à-dire Parra, l'antipoète. Alors, il faut bien voir que je trouve ça important de le dire parce que, au fond, on ne le dit jamais, justement parce que c'est devenu sa marque de fabrique et personne ne veut, en quelque sorte, faire de la peine à Nicanor Parra. Mais ce n'est pas lui qui a inventé, en tout cas, l'idée, le concept. Et il y en a un qui, avant lui, et pour Montenegro au Chili, a dit ça, a employé le mot, a eu donc l'idée de l'antipoète et donc aussi de l'antipoème, de l'antipoésie. Et c'est justement Huidobro. Il y a un très fameux poème de Huidobro qui s'appelle Altazor et qui date de qui a été publié en 1931. Il est absolument évident que Nicanor a lu ça, parce que c'est un poème absolument fameux. En 1931, bon, il a eu le temps de le lire, d'en prendre connaissance, c'est bien. Mais en effet, à ma connaissance, lui, il n'a jamais fait allusion à ce que je vais lire, c'est-à-dire les deux fois où Huidobro le gagne de vitesse, si j'ose dire. C'est au chant 1 d'Altazor, et ça dit « Je suis l'ange sauvage qui est tombé un matin dans vos plantations de préceptes. L'ange sauvage qui est tombé un matin, à la ligne, dans vos plantations de préceptes, à la ligne, poète, à la ligne, antipoète, à la ligne, cultivé, à la ligne, anticultivé. » Bon, ça ne peut pas passer inaperçu, et bon. Donc quand même le bruit là, et encore mieux au chant 4 du même poème, Sigi Vicente, antipoète et magicien. Bon, quand même, c'est assez marquant et marqué pour que Nicanor Parra l'ait vu. Alors, en quoi ça consiste, au fond, les antipoèmes? En quoi ça consiste vraiment? Ce qu'on observe quand on lit le recueil, c'est qu'à partir d'un certain moment, la poésie commence à se débrider, à se débloquer. La prosodie commence à être plus éclatée et ça tend vers le vers libre. Les thèmes sont toujours des thèmes très poétiques en un sens, personnels en même temps, ce qui est le propre de la poésie. Mais c'est assez classique, la jeunesse, la solitude. Simplement, tout ça commence à être traité d'une manière de plus en plus ironique. C'était déjà perceptible dans les poèmes même, il y avait un petit frémissement, mais là, il va vraiment commencer sa grande et longue carrière je dirais, d'ironiste, de pince sans rire, d'humoriste, mais d'humoriste noir essentiellement. Car s'il est très drôle, c'est comme souvent le cas, il est très noir quant à lui-même.
il a eu des épisodes dépressifs assez nets. Alors, ces antipoèmes, ça, oui, ça, je vais vous en lire un. Mais je vais surtout vous lire d'abord ce que Nicanor pense, lui, un peu plus tard, de ce que c'est qu'un antipoète. Je vais vous lire ceci, pour vous donner une idée du personnage, qui, quand il écrit ce que je vais vous lire, a déjà fait sa carrière d'antipoète ironiste. Ça s'appelle Test. Et ça, c'est du pur Nicanor Parra. Qu'est-ce qu'un antipoète? Suivent des questions. Donc je le dis pour que vous entendiez bien les points d'interrogation. Un négociant en urne et cercueil, un prêtre qui ne croit en rien, un général qui doute de lui-même, un vagabond qui se moque de tout, vieillesse et mort comprises, un interlocuteur de mauvais caractère, un danseur au bord de l'abîme, un narcisse qui aime tout le monde, un plaisantin sanglant, délibérément misérable, un poète qui dort sur une chaise, un alchimiste des temps modernes, un révolutionnaire de poche, un petit bourgeois, un charlatan, un dieu, un innocent, un villageois de Santiago du Chili. Soulignez la phrase qui vous semble correcte. Qu'est-ce que l'antipoésie? Une tempête dans une tasse de thé? Une tache de neige sur un rocher? Un plateau plein d'excréments humains, comme le croit le père Salvatierra, qui avait fait une critique des poèmes et antipoèmes. Un miroir qui dit la vérité? Une gifle au visage du président de la Société des écrivains? Que Dieu l'ait en son saint royaume. Un avertissement aux jeunes poètes? Un cercueil à réaction? Un cercueil à force centrifuge? Un cercueil à gaz de paraffine? Une chapelle ardente sans défunt? Marquez d'une croix la définition qui vous semble correcte. Donc c'est même pas la peine de lire un antipoème. Le mieux, c'est quand même de voir l'esprit dans lequel lui-même considère l'opération antipoème, si j'ose dire. Au fond, je crois qu'en grand ironiste, il sait les limites de ce concept et de la pratique qu'il désigne, et que ça lui permet de redoubler son ironie en ironisant sur lui-même, en ironisant sur ce qui a fait son succès populaire, ce qui a fait son scandale auprès de la Société des écrivains, etc., etc. Car c'est un homme qui aime bien régler ses comptes. Alors, je voudrais vous donner deux poèmes qui illustrent, à mon avis, tout à fait bien ce qu'il pense être sa poésie à lui, celle qu'il a construite à partir de poèmes et antipoèmes. Et aussi, c'est l'occasion de montrer la manière dont il traite la poésie des autres. Parce que, évidemment, il s'est construit contre les autres poètes, surtout ceux qui lui faisaient de l'ombre, c'est-à-dire les vivants, essentiellement les vivants, et il a poétisé sur ça. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, toute sa poésie a été une sorte de journal de sensations, journal d'impression, journal de la vie sociale, journal de la vie politique. Alors évidemment, ça n'est plus le lyrisme des débuts, c'est très interventionniste, toujours dans l'actualité, je vais y revenir. Voici quels sont les deux poèmes. Le premier date de 1962, et je l'ai choisi parce qu'il montre la ruse du poète qu'il est. C'est pourquoi j'ai dit il est très difficile à saisir, très difficile, et donc en particulier très difficile à traduire. C'est un poème que je trouve excellent et où je me suis vu contraint de traduire le titre
d'une manière pas du tout excellente, parce que le titre est en vérité intraduisible. Ça s'appelle La poesia terminò conmigo. Alors, ces quelques mots ont trois sens à la fois. J'ai donc dû en choisir un. Et c'est celui qui est le plus clairement explicité. Ça veut dire à la fois la poésie est finie avec moi, se termine avec moi, c'est terminé avec moi. Ça veut dire la poésie et moi, c'est fini, c'est-à-dire on a rompu. On a rompu. La poésie a rompu avec moi. Et puis ça veut dire aussi la poésie m'a tué. La poésie m'a achevé. Vous voyez la ruse du personnage. Donc j'ai choisi cet exemple-là parce que c'est ça qu'il faut multiplier par des milliers dans toute son œuvre. C'est-à-dire qu'il joue avec ça, et vous voyez bien que aussi il y a toujours un sens qui est plus littéraire, et puis un sens qui est tout à fait populaire et qui appartient à ce qu'on peut appeler el habla chileno, c'est-à-dire la manière de parler chilienne populaire. Je vais revenir sur ce point. Donc voilà ce que dit ce poème. Je ne dis pas que je mette fin à rien. Je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Moi, je voulais encore poétiser, mais l'inspiration a cessé. La poésie s'est très bien comportée, tandis que moi, horriblement mal. À quoi bon dire, je me suis bien comporté, la poésie s'était très mal comportée, alors qu'on sait que c'est moi le coupable. Bien fait pour moi aussi, quel imbécile. La poésie s'est très bien comportée, tandis que moi, horriblement mal, la poésie avec moi, c'est fini. Voilà. Ça, c'est une position poétique que je trouve précise, extraordinairement rusée, mais le personnage est une ruse absolument sensationnelle. Et je crois, s'il me faut en très peu de temps, en effet, insister sur quelques traits du personnage et de la poésie qui ressemble au personnage, c'est que cette ruse-là, je crois qu'elle est sensible directement à ceux qu'il a voulu être ses lecteurs ou même ses auditeurs, car il déclame aussi ses poèmes, il est très drôle, c'est-à-dire le peuple. Le peuple. C'est-à-dire, les Chiliens jouent beaucoup sur les mots, ils aiment beaucoup jouer, ils aiment beaucoup parler, ils aiment beaucoup rigoler, et ils sont très inventifs. Et lui, il a porté cette inventivité, me semble-t-il, à un niveau supérieur, suprême. Il en a fait poésie. Et là, bon, je ne veux pas me lancer dans justement le commentaire ou l'explication de ce poème, mais on voit bien qu'il joue sur les différents sens. Il répond à chacun des trois sens, et il les bloque dans ce petit bloc. Moi, je trouve ça très, très, très fort. Alors, l'autre poème, c'est en quelque sorte son... là, j'ai pas mis la page, c'est très mal. Ça ne me facilite pas, mais je vais trouver. Voilà. C'est le poème où il s'est le plus expliqué sur la poésie d'une manière, je dirais, militante. C'est donc très connu, ça a été très lu, très commenté par les écrivains chiliens, évidemment par tous les poètes, et puis certainement par la Société des écrivains, par toutes les institutions littéraires plus ou moins académiques, et puis maintenant c'est commenté dans les universités, évidemment chiliennes, et maintenant certainement ailleurs. C'est un manifeste, et ça a été fait en forme d'affiche, et je pense que ça a été effectivement affiché. Et ça dit ceci: Mesdames et messieurs, voici notre dernier mot, notre premier et dernier mot. Les poètes sont descendus de l'Olympe. Pour nos aînés, la poésie fut un objet de luxe, mais pour nous, c'est un article de première nécessité.
Nous ne pouvons pas vivre sans poésie. À la différence de nos aînés, et je le dis avec tout mon respect, nous autres, nous soutenons que le poète n'est pas un alchimiste, que le poète est un homme comme les autres, un maçon qui construit son mur, un constructeur de portes et fenêtres. Nous autres, nous parlons le langage de tous les jours. Nous ne croyons pas aux signes kabbalistiques. Une chose encore, le poète veille à ce que l'arbre ne pousse pas tordu. Tel est notre message. Nous dénonçons le poète démiurge, le poète cafard, le poète rat de bibliothèque. Tous ces messieurs, et je le dis avec bien du respect, doivent être poursuivis et jugés pour construction de châteaux en Espagne, pour gaspillage de temps et d'espace à rédiger des sonnets à la lune, pour agencement de mots au hasard à la dernière mode de Paris. Oui, donc, pour nous autres, non. La pensée ne naît pas dans la bouche, elle naît au cœur du cœur. Nous autres, nous répudions la poésie à lunettes noires, la poésie de cape et d'épée, la poésie à chapeau mou. C'était le chapeau de Néruda. Par contre, à notre faveur, la poésie à l'œil nu, la poésie torse nu, la poésie tête nue. Nous ne croyons pas aux nymphes ni aux tritons. La poésie, ça doit être ceci, une fille entourée d'épis ou bien être absolument rien. Bien, à présent, sur le plan politique, eux, nos ancêtres immédiats, nos bons ancêtres immédiats, se sont réfractés et dispersés en traversant le prisme de cristal. Quelques-uns, peu, sont devenus communistes. J'ignore s'ils le furent réellement. Supposons qu'ils furent communistes. Mais il y a une chose que je sais, ils n'ont pas été des poètes populaires, ils ont été d'incurables poètes bourgeois. Il faut dire les choses comme elles sont. Très rares ceux qui ont su atteindre le cœur du peuple. Chaque fois qu'ils l'ont pu, ils se sont déclarés en mots et en actes contre la poésie dirigée, contre la poésie du présent, contre la poésie prolétaire. Admettons qu'ils furent communistes, mais leur poésie ce fut un désastre. Surréalisme de seconde main, décadentisme de troisième main, vieille planche rendue par la mer, poésie adjective, poésie nasale et gutturale, poésie arbitraire, poésie copiée dans les livres, poésie fondée sur la révolution de la parole quand il fallait la fonder sur la révolution des idées, poésie de cercles vicieux pour une demi-douzaine d'élus, liberté d'expression absolue. Aujourd'hui, nous restons pantois. Pourquoi diable écrivait-il ces choses-là? Pour faire peur aux petits bourgeois? Temps perdu, lamentablement, le petit bourgeois ne réagit pas, sauf quand il s'agit de son estomac. Alors, lui faire peur avec des poésies? La situation, la voici. Alors que était pour une poésie du crépuscule, pour une poésie de la nuit, nous autres, nous défendons la poésie de l'aurore. C'est ça notre message. Les splendeurs de la poésie doivent parvenir à tout un chacun. De la poésie, il y en aura pour tout le monde. C'est tout, camarades. Nous autres, nous condamnons, et je le dis avec tout mon respect, la poésie de petits dieux, la poésie de vaches sacrées, la poésie de taureaux furieux. À la poésie des nuages, nous autres, nous opposons la poésie de la terre ferme. Terre froide, cœur chaud, nous sommes terre-fermistes décidés. À la poésie de café, nous opposons la poésie de la nature. À la poésie de salon, la poésie de la place publique, la poésie de protestation sociale. Les poètes sont descendus de l'Olympe. C'était ça son manifeste. Ça veut dire que c'était ça son programme poétique. Je le crois très sincère. Alors, ne nous y trompons pas, il est pour la poésie prolétaire, il n'est pas pour la poésie communiste. Tout ça a des résonances évidentes pour tous les Chiliens qui connaissent la poésie chilienne. Des gens sont visés à chaque fois que la poésie lunettes noires, il y a toujours quelqu'un derrière. Il les voit, il les connaît.
Il y en a un autre qui est donc, que je n'ai pas nommé tout à l'heure, mais qui n'est, parce qu'il n'est vraiment que très peu connu en Europe, mais quand même très connu au Chili, c'est Pablo de Roca. Personnage d'ailleurs fascinant, un poète, lui alors communiste, me semble-t-il, très communiste, mais sûrement pas sur la même ligne que Neruda, et qui a mené une vie poétique très isolée. Il faisait ses livres lui-même, enfin, un personnage. Bref, comme vous avez vu, tout le monde en prend finalement pour son grade, sauf celui qui écrit le manifeste, qui pense qu'il est dans la bonne voie. Alors, ça pourrait être dérisoire si cette voie s'était révélée une impasse, et bien pas du tout. C'est-à-dire qu'à partir de là, Parra fait une poésie qu'il faut le voir lire pour vraiment la saisir telle qu'elle est conçue par lui, puisqu'il la lit d'une manière, j'avais déjà dit tout à l'heure que ça devient carnavalesque d'une certaine manière, avec les antipoèmes. Alors là, ça devient ça au long cours. C'est-à-dire que avec les idées, avec les mots et les mots de tous les jours, il va commencer à faire une chose où il va jouer des contrastes de ton constamment, mêler la référence, la citation éventuellement classique, littéraire de la culture de la mère patrie, de la culture espagnole la plus classique, avec un truc chilien mais de base. Il va explorer cette chose que Ruiz a appelé le degré zéro de la chilénité. Et ce degré zéro de la chilénité, il est extraordinairement riche et vivant. Alors, manifestement, Nicanor, c'est quelqu'un qui a pris partout où il est passé, c'est une sorte de journal de bord de ses passages, et il écoute dans la rue, il écoute dans les bars, il écoute dans les cimetières, et ça donne ses poèmes. Il y a des poèmes qui sont dans les cimetières, il y a des poèmes qui sont dans des bars, en effet, et tout ça extrêmement ciselé, avec toujours un sens du rythme, une prosodie qui n'est pas la prosodie classique, mais qui est vraiment très captivante. C'est pourquoi d'ailleurs ça marche auprès des Chiliens. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être captivés. Et il est devenu, avec le temps, véritablement un poète connu et extrêmement apprécié en tant que poète, mais aussi comme personnage, par les Chiliens les plus, je dirais, les plus ordinaires. Vous voyez en quel sens je prends le terme, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas là, fourrés dans les livres tout le temps. Non, c'est un poète vivant. Outre que la poésie est, je tiens à le souligner, dans ce pays-là, miraculeusement, la poésie est quelque chose qui a encore un sens. Je dis ça parce que je considère qu'en France, par exemple, ça a de moins en moins de sens, pour des raisons qui seraient intéressantes d'analyser. Alors, ce mélange-là, moi je l'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai voulu le traduire. Il y a des échappées métaphysiques tout d'un coup. Il y aura 3 vers, parce qu'il parle beaucoup de la mort, comme il est noir. C'est un humoriste, mais un noir humoriste. Alors évidemment, souvent ça revient, et donc il y a des échappées sur des questions métaphysiques, etc. Mais tout de suite, il a un outil formidable pour dégonfler la baudruche. Et au fond, c'est ça qu'il a commencé à faire avec les antipoèmes, prétendus antipoèmes. Toutes les baudruches qui passent, tac, les idées gonflées artificiellement, les mots gonflés artificiellement, toc, pouf. Même s'il les utilise, c'est pour ensuite, pouf, voilà. Alors ça, moi je trouve ça marrant, j'aime beaucoup ça. C'est à proportion, si vous voulez, du fait que j'ai beaucoup de difficultés avec les poètes, par exemple français, qui sont, eux, incapables de dégonfler leur baudruche. Et bon, alors j'ai quelques, comme ça, j'ai des gens que je ne supporte pas à cause de l'emphase ou du mystère. C'est-à-dire que je partage une partie du manifeste, une grande partie du manifeste que je vous ai lu. C'est-à-dire que
je suis pas là pour exposer mes goûts, mais c'est parce que c'est pour parler de Parra. C'est-à-dire que je vous explique ce qui me plaît là-dedans. Et ce qui me plaît, c'est que c'est pas René Char ou que c'est pas André Dubouché, pour prendre des noms de poètes français. C'est-à-dire, tous ceux qui, plein de Hölderlin, font du Hölderlin en français, par exemple, et il y en a quand même tripoté, ça, franchement, non, je ne peux pas supporter ça. Mais qui peut supporter ça? Leur pareil. C'est fait pour des sociétés d'écrivains, si l'on veut, en effet. Mais sinon, pour moi, c'est pas ça la poésie. Apollinaire, c'est vivant, c'est pas fait pour des sociétés de je sais pas quoi. Apollinaire est aimé en France, je crois, des gens qui lisent encore de la poésie ou qui en ont lu étant jeunes. Parra, c'est un peu ça. Un jour, j'ai rapporté cette sorte d'anecdote, mais elle vaut la peine d'être rapportée. C'est que j'ai eu un jour une conversation avec Jorge Edwards, qui était l'ambassadeur du Chili en France, qui est un écrivain, et on parlait comme ça chez les amis. Vous savez que je lui disais que je m'employais à traduire et à faire publier Nicanor Parra en France. Et il a eu cette remarque que d'abord j'ai mal prise, en un sens, forcément, moi je militais pour tout ça. Il a dit, oh, en français, ça ne sera jamais qu'une espèce de Prévert. Mais c'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux, et en même temps, c'est pas du tout vrai. Il y a quelque chose quand même dans la façon de faire populaire et en même temps savante, très simple, très drôle. Oui, il y a quelque chose de tel. Et en même temps, c'est tellement chilien que Prévert, c'est tellement français que forcément, ça se sépare. Ce sont des poètes qui, à mon avis, sont très difficiles à traduire. Et moi, je ne me fais aucune illusion. Si vous voulez, il y a une perte considérable, bien entendu. J'espère qu'il y a un petit reste, un petit reliquat quand même, et que ça donne en effet une idée d'un poète que je considère en effet comme proprement intraduisible pour des raisons de fond. En même temps, il faut devenir chilien, et puis à ce moment-là, on commence à... J'ai au fur et à mesure mieux compris, parce que je suis devenu un peu plus chilien en allant souvent, en ayant des amis, de la famille chilienne, et des amis éminemment placés pour m'expliquer tout ça, dont Raoul Ruiz, parce que j'en parle beaucoup, parce qu'il m'a beaucoup aidé, comme on a été donc très amis, il m'a beaucoup aidé à comprendre l'humour chilien et l'humour aussi de Parra, parce qu'on en a parlé. Lui-même avait dédié son premier film important, son premier long métrage, Tres Tristes Tigres, à un écrivain chilien, Eduardo Bello, qui est un écrivain qui s'est occupé du peuple, à Don Nicanor Parra et à Colo Colo, qui est une équipe de football, la grande équipe de football du Chili. Ça fixe un cadre, si vous voulez, ça fixe un cadre. On voit ce que recherche quelqu'un qui dédie un film à ces gens-là. Et c'était aussi la même chose qui s'est passé avec Bolaño, Roberto Bolaño. Vous avez peut-être plus entendu parler de Roberto Bolaño, le romancier chilien très important, malheureusement décédé, qui avait une adoration pour Nicanor Parra en tant que poète et qui a toujours dit que c'était le grand poète. Au demeurant, je rappelle aussi au passage que Parra a collectionné tous les prix de la zone hispano-américaine, c'est-à-dire toute la zone hispanique. Tous les prix possibles, il les a eus, depuis le plus petit, le prix municipal, jusqu'au prix Cervantes, qui lui a été décerné en Espagne, après avoir eu le prix de la Reine Sophie, et puis le prix Juan Rulfo au Mexique, qui est le prix récompensant, qui est le Nobel de la zone hispanophone, si vous voulez. Ne manquait à sa collection que le prix Nobel, qu'il n'a jamais eu, qu'il a sûrement regretté de ne jamais avoir, car il ne crachait pas il n'aurait pas craché sur cet honneur, franchement. Mais un grand sommet de son œuvre, c'est le discours qu'il a prononcé à la remise du prix Rulfo au début des années 90 au Mexique, à Guadalajara. C'est une ironie absolument formidable, féroce, c'est extraordinaire.
C'est une chose d'un humour où justement tout son art poétique est utilisé là, sur place, pour une occasion tout à fait, je dirais, académique en quelque sorte. C'est un cours de littérature, c'est un catalogue d'insolence extraordinaire, et ça se termine par Mai Mai Penny, qu'il a donné d'ailleurs comme titre, et qui veut dire en mapuche, dans un des idiomes des Mapuches, qui veut dire « Salut camarade ». Bon, voilà l'homme que c'est. Alors, j'ai quand même, puisqu'on m'a dit qu'il fallait pas plus d'1 heure, en gros, il ne faut quand même pas abuser, donc je vais simplement lire quelques poèmes, parce qu'ils me tiennent à cœur, et voilà, ça fera à peu près le temps. Je vais vous lire un livre, un qui me plaît, tout simplement, très simple. Ça s'appelle « Taches sur le mur ». Avant que tombe la nuit totale, nous allons étudier les taches sur le mur. Certaines ressemblent à des plantes, d'autres simulent des animaux mythologiques, hippogriffes, dragons, salamandres. Mais les plus mystérieuses de toutes sont celles qui ressemblent à des explosions atomiques. Dans le cinématographe du mur, l'âme voit ce que ne voit pas le corps. Des hommes agenouillés, des mères avec leurs enfants dans les bras, des monuments équestres, des prêtres qui élèvent l'hostie, des organes génitaux qui s'unissent. Mais les plus extraordinaires de toutes sont, sans l'ombre d'un doute, celles qui ressemblent à des explosions atomiques. C'est ce que j'appelle les envolées métaphysiques, si vous voulez, parce que c'est vrai que, là encore, je ne veux pas commenter, mais on les voit bien, ces taches sur le mur, on voit bien tout ce qu'ils racontent. Puis on voit bien tout d'un coup les explosions atomiques, et je trouve qu'il est fort parce que tout d'un coup, ça propulse quand même à Hiroshima, si vous voulez. C'est ça la poésie, quand même. Moi, je trouve que c'est ça la poésie forte avec, comme vous voyez, 3 fois rien. C'est ça qui me plaît. Et donc, plutôt que d'avoir un concept hölderlinien, si vous voulez, qui me projette dans des livres, j'aime mieux ça, il n'y a pas de doute. Alors, quant à son humour et son humour noir, c'est ça, je pense, qui me l'a fait le plus aimer. Je vais vous lire celui-ci. Qui s'appelle l'Anti-Lazare. Mort, ne te lève pas de ta tombe. Tu gagnerais quoi à ressusciter? Un exploit, et après, la routine de toujours. C'est pas bon pour toi, vieux, c'est pas bon. L'orgueil, le sang, l'avarice, la tyrannie du désir vénérien, les douleurs que cause la femme, l'énigme du temps, l'arbitraire de l'espace. Réfléchis, mort, réfléchis, tu ne te souviens pas comment c'était? À la moindre difficulté, tu explosais en insultes à droite et à gauche. Tout te dérangeait, tu ne supportais même pas la présence de ton ombre. Mauvaise mémoire, vieux, mauvaise mémoire. Ton cœur était un tas de décombres, je cite tes propres écrits, et de ton âme il ne restait plus rien. Alors, à quoi bon retourner dans l'enfer de Dante? Pour que la comédie recommence? Divine comédie, tu parles. Feu d'artifice, mirage, un appât pour souris gourmande. Pour le coup, ce serait d'une bêtise. Tu es heureux, cadavre, tu es heureux. Dans ton sépulcre, tu manques de rien. Prends donc les choses à la légère. Allô, allô, tu m'écoutes? Comment ne pas préférer l'amour de la terre aux caresses d'une lugubre prostituée quand on jouit de ses 5 sens, à moins qu'on ait vendu son âme au diable? Continue à dormir, l'homme, continue, sans les coups d'aiguillon du doute, maître et seigneur de ton cercueil, dans la quiétude de la nuit parfaite, absolument tiré d'affaire, comme si jamais tu n'avais été éveillé. Ne ressuscite sous aucun prétexte. Tu n'as pas de raison de t'énerver. Comme a dit le poète,
tu as toute la mort devant toi. Drôle. Bon, alors, quant à son humour, une chose que j'ai vue, où est-ce que je l'ai vue? C'était pas dans ce livre aussi, c'était dans un livre de la bibliothèque, je pense, parce qu'il a commencé à une certaine date une œuvre picturale. Il a publié une boîte qui s'appelait Artefacts et qui sont des petites cartes sur lesquelles il a dessiné et écrit. Ça a eu beaucoup de succès. C'était un objet, d'une part, et puis c'était un objet extrêmement poétique. Et ça a eu pas mal de succès. Et là, on peut constater son art du slogan détourné, de l'aphorisme cruel. C'est un autre art, si vous voulez. C'est une autre manière, mais il y est assez passé maître. Alors ensuite, il a systématisé ça, et il fait toujours un petit bonhomme qui a des positions différentes, avec une légende. Ce sont des artefacts aussi, mais plus simples, plus sommaires, mais parfois et souvent même très, très réussis. Alors, il y a une de ses œuvres picturales qui est devenue donc très très fameuse. Il faut dire que c'est très drôle quand même. Donc, je ne la montre pas, vous êtes trop loin. C'est donc la croix du Christ, sur le calvaire, pas la croix vide, avec simplement un écriteau qui pend à une ficelle et qui dit « Voyez-vous, elles vont », c'est-à-dire « Je reviens de suite ». Donc ça, c'est extrêmement fameux, et c'est quand même un trait d'humour. Il faut aussi voir que, j'ai omis ce point, il a toujours été en lutte contre la Société des écrivains, mais son humour, son ironie caustique, etc., ne manque pas de s'exercer contre toutes les autorités, donc les autorités civiles, militaires et religieuses. J'ajoute les religieuses parce qu'au Chili, ça veut dire quelque chose. J'ai vu au Chili des choses qu'on n'ose plus faire en France, et j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps, des défilés avec les autorités religieuses, militaires, civiles, militaires et religieuses. Je ne vois plus ça en France. C'est-à-dire vraiment, il y avait tout, l'archevêque, etc., etc. C'est-à-dire que c'est une puissance. La bonne société chilienne est facilement très religieuse. Et puis il y a tous les militaires. Alors je n'ai pas abordé la question politique parce que ça serait trop long, mais évidemment, elle s'est posée en ce qui concerne Nicanor Parra. Donc quand on touche à ces autorités, évidemment, on touche à des choses qui sont des nerfs à vif. Se moquer des généraux, ce qu'il a quand même commencé à faire avant la chute de Pinochet, ça peut poser des problèmes. Se moquer des autorités religieuses, c'est quand même mal vu. Bon. En fait, si j'avais à qualifier son attitude, essentiellement, c'est un anarchiste, au fond. C'est un anarchiste. Il s'est vécu, je crois, comme poète, donc anarchiste, d'une certaine manière. Je pense que pour lui, c'est au fond équivalent, et que son agite-propre, car il a fait de l'agite-propre, en quelque sorte, elle était essentiellement un art, quoi. Et un art individualiste, c'est-à-dire n'ayant sa carte, au fond, nulle part. Alors quand même en deux mots, pour vous éclairer sur ce point. Donc, d'un côté, il y avait Neruda, communiste, avec tout ce qu'on sait de la vie de Neruda. Bien. Lui, il est resté au Chili une partie du temps sous Pinochet. Mais ce qui lui a été fatal dans l'opinion, c'est que ses ennemis politiques, entre autres, ont diffusé largement une photographie qui a été prise de lui à l'occasion d'une visite d'écrivains aux États-Unis. Et ces écrivains, qui étaient en nombre, je ne sais pas combien, mais plusieurs, ont été invités à prendre le thé par Madame Nixon. Photo largement diffusée.
et utilisé contre Parra pour le déconsidérer, et ça a marché pas mal, bien sûr. Pleine guerre du Vietnam, vous voyez ce que ça peut donner. Et il a traîné ça derrière lui, il le traîne encore, alors que donc Felipe Tupper, qui a collaboré donc au travail, là, qui a composé l'anthologie justement, a fait une recherche et s'est aperçu qu'il y avait là, par exemple, dans la même délégation, Francis Ponge, qui lui-même était communiste en France. Donc tout ça repose sur des malveillances, des malentendus, voilà. Il ne s'est jamais, à ma connaissance, mal comporté et compromis avec les autorités, particulièrement militaires. Alors, maintenant, je voudrais... ça fait 1 heure, hein, donc je pense que c'est tout ce que me permet Guillaume. Donc je voudrais quand même lire un poème qui est très fameux. Je crois qu'au Chili, vraiment très largement fameux. Il est très beau. C'est la manière, d'une certaine manière, supérieure dans sa simplicité de la poésie de Nicanor. Il fait partie, je crois, des poèmes qu'il déclame lui-même, il me semble. Sur Internet, vous pouvez donc trouver ça. Il y en a pas mal qu'il a déclamé. Je ne sais pas si c'est pas à l'occasion d'un de ses anniversaires très tardifs. Donc c'est le vieux Nicanor, et il a commencé, à mon avis, dans un développement, une trajectoire vraiment très logique. Son côté clownesque, il l'a accentué de plus en plus. Je crois qu'il a pris plaisir à exagérer les choses, et en déclamant comme ça, il est devenu, pour ainsi dire, l'équivalent d'une rockstar. C'est-à-dire maintenant, Nicanor Parra au Chili, c'est ça, c'est une rockstar. Bon, ce qui, quand on a 103 ans, c'est pas mal. Hein. Donc, je crois qu'il déclame celui-ci, que voici. Ça s'appelle L'homme imaginaire. L'homme imaginaire vit dans un manoir imaginaire, entouré d'arbres imaginaires, au bord d'un fleuve imaginaire. Aux murs qui sont imaginaires pendent de vieux tableaux imaginaires, irréparables fissures imaginaires, représentant des faits imaginaires, arrivés dans des mondes imaginaires, en des lieux et des temps imaginaires. Et chaque après-midi imaginaire, il monte les escaliers imaginaires, et se penche au balcon imaginaire pour regarder le paysage imaginaire qui consiste en une vallée imaginaire entourée de collines imaginaires. Des ombres imaginaires viennent par le chemin imaginaire, entonnant des chansons imaginaires à la mort du soleil imaginaire. Et par les nuits de lune imaginaire, il rêve de la femme imaginaire qui lui offrit son amour imaginaire. Alors, il ressent la même douleur, le même plaisir imaginaire, et se remet alors à palpiter le cœur de l'homme imaginaire. Je trouve qu'il faut être très fort pour faire une chose comme ça. Je trouve qu'il faut être fort comme Apollinaire, justement, c'est-à-dire rendre d'une certaine façon l'ordinaire tout à fait extraordinaire, parce que ce qui est ordinaire, c'est simplement de répéter imaginaire. C'est un truc, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand je lis ça, j'imagine du non imaginaire. Il arrive à nous faire voguer dans un truc où on voit quelque chose qu'on ne sait même pas ce que c'est, et il arrive à rendre présent une espèce d'absence avec un minimum de moyens, quand même, avec 3 fois rien. Ça, je trouve ça quand même assez fort. Bon, alors voilà, moi ce que je voulais, c'est simple. Je m'étais fixé un objectif, c'était contribuer justement à dessiner en vous un Parra imaginaire. Seule la lecture peut
compléter. Et en fait, même cette lecture, plus je vais, plus je suis convaincu de ça. Alors ça, c'est mon avis personnel. De toute façon, il restera toujours pour vous imaginaire, comme pour moi, il restera toujours imaginaire, parce que moi, je pense qu'on ne fait jamais qu'imaginer les êtres qu'on dit connaître et qu'on dit aimer, même ceux qu'on aime. En fait, on imagine, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais on en sait quand même quelque chose suffisamment pour croire connaître et pour aimer. Et ça, je trouve ça très beau. Et je trouve justement que ce poème-là, il arrive à nous faire flotter dans une brume de rêve dont j'espère que finalement, c'est à peu près ça que j'aurais réussi en 1 heure autorisée à suggérer, cette sorte de brume à travers laquelle se dessine au fin fond du bout du monde un poète qui est quand même un grand poète et qui s'appelle Nicanor Parra. Mais en ce qui concerne le bout du monde, je terminerai en rappelant cet aphorisme de, justement, encore une fois, notre bonne et chère et feu ami Raoul Ruiz, le bout du monde, le Chili, le bout du monde, ça dépend par où on commence. Et je vous remercie et de votre patience et de votre attention. Merci beaucoup. Merci.